Bonjour à tous. Donc comme Théodora le disait, maintenant on va faire un petit zoom sur les sujets impact social et on va se poser la question de la maturité de l'écosystème de la social tech. Donc peut-être pour me présenter d'abord Victoire Millerand. Moi je suis investisseur VC chez BPI France, donc dans le fonds Digital Venture où on investit dans des entreprises tech du seed à la série B. Et donc évidemment on a une sensibilité particulière à la BPI sur les sujets d'impact, notamment les sujets d'impact social. On a par exemple investi chez Open Classroom en 2016, donc qui cherche à rendre l'éducation accessible à tous, chez Garant.me, donc une solution garantie de loyer impayé en 2018. Et donc comme Grégoire disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on parle d'impact, il y a la dimension environnementale auquel on pense tout de suite, et en fait la dimension sociale est aussi hyper importante pour relever les défis auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Et donc l'idée de cette table ronde, c'était de mettre ces sujets de social tech, donc d'impact social, un peu plus en avant. Et donc avec moi aujourd'hui, donc trois intervenantes. Donc Alicia Combaz, donc cofondatrice et directrice générale de Make.org, Astrid Faukens, partner chez Impact Partners, et Alice Sorel, donc chargée de mission innovation sociale chez Massif. Et peut-être alors pour commencer, Astrid, Impact Partners, c'est un peu un des pionniers de l'investissement impact en France. C'est quoi votre vision de l'investissement à impact chez Impact Partners ? Alors nous, on a fait un choix dès le début parce qu'en fait, Impact Partners est né en 2007 avec cette conviction que l'entrepreneuriat pouvait vraiment contribuer à faire une société plus juste et plus durable. En 2007, on était après les émeutes dans les quartiers. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer des entreprises qui allaient créer des jobs dans les quartiers prioritaires de la ville et qui allaient contribuer au développement de ces territoires-là. Donc ça, c'est vraiment d'où vient Impact Partners. Depuis, la société a bien évolué. Aujourd'hui, on a plus de 250 millions d'euros sous gestion. Et avec le fonds Croissance 4, notre idée vraiment, c'est de pouvoir contribuer à réduire les inégalités sociales en Europe. Donc, quand on parle d'inégalités sociales, on a fait une petite étude en Europe. Aujourd'hui, on a des bureaux à Copenhague, à Francfort, à Barcelone et à Paris, avec des partenaires un peu partout en Europe pour vraiment déployer ce fonds-là. Et en termes d'inégalités sociales, on s'est rendu compte qu'en Europe, y a quand même des problématiques qui reviennent systématiquement. Et ces problématiques, c'est l'éducation, la formation, l'emploi, et puis après l'accès aux soins. On appelait ça caring parce que c'est pas que le soin, c'est soins, biens et services de première nécessité. Et nous, on regarde toujours ça au prisme de certaines populations fragiles. Donc c'est vrai que historiquement, on a été beaucoup sur les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, les QPV, les zones rurales, les ZRR également. Mais ça, c'est quand on parle en termes de territoire. Après, en termes de population fragile, il y a évidemment les personnes en situation de handicap. Il y en a beaucoup plus. Maintenant, on a les étudiants précaires, les femmes seules avec des enfants à charge, les seniors avec des revenus faibles, etc., etc. L'idée pour nous, c'est toujours d'identifier la population qui subit une certaine inégalité sociale dans une de ces trois verticales-là et de voir comment les sociétés, en fait, arrivent à avoir un impact sur ces populations-là. Ok, merci Astrid. Alors Alice, c'est bien, c'est une table ronde avec un investisseur corporate et une start-up, donc on a tous les points de vue qui sont réunis sur la table. Donc Alice, pour la Massif, est-ce que tu peux nous dire la place de l'impact dans un groupe comme le tien et comment est-ce que vous collaborez avec des start-up donc à impact ? Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, en effet, je me positionne côté corporate, massif, mutuelle d'assurance, premier assureur auto en France, 5,5 millions de sociétaires et l'impact, si je voudrais un peu caricaturer, c'est évidemment un synonyme de mutualisme. On existe depuis 60 ans et cette notion-là est au cœur de notre métier, au cœur de la façon de faire de notre métier, que ce soit en assurance, IARD, santé ou finance. Comment est-ce que l'impact se traduit au sein de la Massif ? On est aussi investisseur. On a créé en novembre 2020 un fonds à impact ESS, avec une dimension sociale forte dans la thèse d'investissement de ce fonds impact. On est vraiment sur comment les valeurs mutualistes peuvent être déclinées à travers nos univers de besoins, et le social est au centre de cette thèse d'investissement. Comment l'impact aussi se traduit et comment est-ce qu'on travaille avec des startups côté corporate ? On a 3 engagements forts, 3 grandes orientations politiques qui sont définies par notre conseil d'administration, qui sont la jeunesse. Donc tout ce qui est évidemment jeunesse, et on sait comment cette jeunesse a souffert en cette période de Covid, les publics fragiles et l'environnement. Moi, mon métier, c'est de travailler à l'hybridation des propositions de valeur des startups sociales avec les métiers de la Massif. Donc moi, je suis vraiment côté offre, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire du B2B2C pour proposer et offrir des services de startups à impact social, notamment à nos sociétaires. Donc on a différentes collaborations qui se font tout au long de la chaîne de valeur de l'assurance. Je dirais en premier lieu, évidemment, tout ce qui est prévention et éducation des risques. On sait que c'est là où on peut travailler. Donc on est j'ai repéré beaucoup de startups dans le mapping avec lesquelles on travaille, notamment par exemple Nomade Éducation ou Liberty Rider, qui est comment est-ce qu'on arrive à faire de la prévention pour les chutes de 2 roues, et là c'est une appli qui détecte les chutes. Donc là on est sur l'amont. On travaille après sur comment est-ce qu'on peut intégrer les propositions de valeur des startups à impact dans nos garanties, vraiment dans les contrats d'assurance, avec des exemples comme MyJugad, qui peut-être, voilà, ou sur les questions d'autonomie aussi et de dépendance. Donc on est sur la prévention, comment on intègre ça dans nos garanties d'assurance, dans nos contrats, et comment on travaille aussi avec des startups sur la relation client, pour proposer des services à forte valeur ajoutée à nos sociétaires sur une dimension sociale, sur une dimension de lutte contre l'inégalité des chances, avec Toutes mes aides, par exemple, qui figure dans ce mapping. Toutes mes aides, c'est une appli un diagnostic de toutes les aides auxquelles on a le droit. Et on a proposé ce service gratuitement en inclusion aux jeunes. On sait que je disais tout à l'heure que les jeunes ont été fortement touchés par la crise sanitaire et par le Covid. Comment est-ce qu'on peut proposer ces services à nos sociétaires jeunes pour les aider à augmenter leur pouvoir d'achat ? Donc on essaie, et moi c'est mon métier, d'intégrer ces propositions de valeur pour proposer à nos 5,1 millions de sociétaires ces services à forte valeur sociale. Okay, merci beaucoup. Et alors, Alicia, donc avec Make.org, vous êtes donné une mission assez forte d'engager la société civile. Et on voit l'intérêt avec les derniers week-ends avec les élections. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse du projet, la mission que vous vous êtes donnée chez Make? Complètement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de cette table ronde féminine. C'est bien, on prend la parole et on prend la place. C'est important. Écoute, nous, on s'est lancé il y a 5 ans. On s'est fondé il y a 5 ans, Make.org. On est une entreprise. On s'est créé autour de l'idée d'engager massivement les citoyens, la société civile dans la transformation de la société. Donc, pour ce faire, on a créé une plateforme technologique qui va recueillir cette parole citoyenne, la transformer et la rendre intelligible pour ensuite mettre en place des actions. Donc, on travaille sur des sujets. Donc, tu l'évoquais de démocratie participative. Tu évoquais plus la notion de démocratie représentative et la problématique du vote, mais on pourrait y revenir. Mais en tout cas, nous, on travaille sur des sujets de démocratie participative qui, selon nous, sont là pour renforcer les sujets de démocratie, la démocratie représentative. Donc, on a une plateforme de consultation qui va faire en sorte de reprendre cette parole citoyenne, la remettre au cœur du débat public et que les débats qui ont lieu, ce soient des débats sur les priorités citoyennes
et non pas des débats sur d'autres sujets, en tout cas que ce soit l'agenda citoyen qui guide les débats. Donc premier axe d'engagement et de transformation, la démocratie participative, les citoyennes et les citoyens qu'on écoute, qui sont au cœur des débats et à partir desquels on peut construire, co-construire des politiques publiques par exemple. Il y a un autre axe d'action, c'est l'axe direct de transformation de la société, où là, on va, pareil, utiliser la même plateforme de récupération de la parole citoyenne sur des sujets d'intérêt général. La lutte contre les violences faites aux femmes, lutter contre les violences faites aux enfants, agir pour l'environnement. Et donc là, on refait une consultation, toujours une consultation citoyenne, toujours cette parole citoyenne au cœur du débat, et on crée des coalitions autour de ces citoyens, des coalitions de médias, d'institutions, d'associations, et on va prendre cette parole citoyenne, on va la regarder, la comprendre, et on va mettre en place des actions directes. Et dans ce cadre-là, nous, on a un fonds de dotation qui s'appelle Make Power Foundation qui va mettre en œuvre des actions. Donc, on fait toute la boucle de l'écoute, de la mobilisation jusqu'à la mise en œuvre. Ok, merci beaucoup Alicia. Puisqu'aujourd'hui on se pose la question de la maturité de l'écosystème, c'est intéressant de regarder un peu dans le rétroviseur. Peut-être à Astrid, comment est-ce que tu vois l'évolution de finalement la qualité du deal flow ou de la maturité du deal flow sur ces dernières années en France, peut-être par rapport aux autres pays, et quelles sont les grandes tendances que tu as repérées ces dernières années? Est-ce qu'il y a des faits marquants qui t'ont Alors, si je regarde en France, en fait, c'est peut-être plus la typologie des entreprises qui ont évolué. C'est vrai que dans nos premières participations, on avait des entreprises comme, par exemple, Recycle Matelas Europe, qui est une entreprise qui emploie des personnes qui sont en réinsertion, une quarantaine de personnes qui sont en réinsertion. On avait des entreprises adaptées, où on avait, par exemple, des entreprises. Je pense par exemple à Ives, qui est une entreprise qui permet l'accessibilité des services clients aux personnes malentendantes. Donc, c'est des systèmes qui permettent de communiquer avec les personnes malentendantes. On était vraiment plutôt sur des PME assez classiques. On en voit toujours. Mais ce qu'on peut voir depuis ces dernières années, c'est qu'il y a plus de sociétés numériques. Donc, typiquement, si je regarde les derniers investissements qu'on a faits, sur les 6 derniers investissements, il y en a 5 qui sont des entreprises digitales. Donc on voit vraiment une évolution dans la typologie des entreprises en France. Après, si on a ouvert nos bureaux donc en Espagne, en Allemagne et à Copenhague, et là c'est vrai qu'on peut voir quand même que finalement le marché français est plus mature en termes d'impact social. On voit beaucoup de sujets plutôt écologiques en Europe du Nord et des entreprises très jeunes, qui sont. Nous, on fait du capital développement. Hein. On n'est pas VC, on fait du capital développement. Donc, on a tendance à voir des entreprises qui sont déjà plus matures. Et c'est vrai que dans ces pays-là, le pipe il faut aller les chercher. Voilà. Et alors une question qu'on nous remonte. Donc il y a ce sujet. Enfin, l'environnement est plus représenté que le social chez les startups à impact. Donc il y a une question de géographie. Et est-ce que, sur la maturité de ce deal flow là, est-ce que, à quoi c'est dû selon toi? Alors, je pense que les problématiques... tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 3 grandes verticales. C'est vrai que sur l'éducation et l'emploi, typiquement, au Danemark ou dans les pays nordiques, ils ont moins de problématiques là-dessus. Mais il y en a quand même, hein. Mais il y en a moins, et c'est vrai que du coup on voit plutôt nous on a donc une 3e verticale qui est l'accès aux soins. Alors j'ai entendu ce que disait Estelle tout à l'heure sur la catégorisation. Nous, comme on est vraiment sur les inégalités sociales, on va regarder vraiment dans l'accès aux soins et aux biens et services de première nécessité les sociétés qui vont justement combattre ces inégalités dans l'accès aux soins, par exemple. Là le pipe est beaucoup plus large. Donc je pense que socialement, on a vu qu'il y avait des grandes problématiques européennes, mais le chômage est plus important en France, en Espagne que au Danemark. Mais voilà, il y a quand même disons que le poids des problématiques n'est pas forcément le même dans tous les différents pays. Après, avec la crise sanitaire, il y a quand même beaucoup d'exacerbations en ce moment sur des problématiques sociales. Et en fait, il y a des choses à faire.
Ok, Alicia, alors peut-être l'autre point de vue pour toi. Est-ce que tu vois un changement dans le regard des investisseurs sur les startups à impact comme Made.org depuis 5 ans, tu disais? Ouais, ça fait 5 ans qu'on a été créé. Oui, alors il y a un gros changement. Je vais peut-être juste revenir sur la question parce que nous, on a le pendant des consultations citoyennes, comment les gens réagissent aux différents sujets. Et ce qui a été fort, donc on mène des consultations sur différents sujets. Donc je parlais de la lutte contre les violences faites aux femmes, les enfants, les jeunes, les aînés, et donc l'environnement. Et l'environnement, c'est vrai que c'est une des consultations qui a été qui a eu le plus grand succès, on va dire. On a vraiment senti que c'était une problématique qui transperçait complètement l'ensemble de la société, qui fait qu'à un moment donné, je me dis également que ça peut avoir un impact sur la manière dont ce sujet est pris en main et dans quelle mesure il prend plus de place, notamment dans le lancement de start-up, parce que c'est un sujet qui notamment a été beaucoup pris en main par la rue, par les citoyennes et les citoyens. Il y a une mobilisation citoyenne très très forte sur ces sujets-là, et je pense que cette mobilisation citoyenne qui vient du terrain a un impact aussi. Ces gens qui sont dans la rue, c'est aussi des entrepreneurs potentiels, c'est des gens qui ont un impact autour d'eux, autour de leurs amis, qui directement ou indirectement, du coup, je pense, se lancent dans des aventures entrepreneuriales de start-up autour de l'environnement. En tout cas, voilà, moi, c'est ma vision sur ce sujet-là. Et sur le sujet de comment ça a évolué ces 5 dernières années, alors c'est une vraie révolution pour le coup. Nous, la révolution, on la voit sur le sujet de lier l'impact au business. C'est vrai que nous, on est une entreprise, il y a 5 ans, on était un objet un peu particulier, puisque on a construit toute notre aventure autour de cette mission, autour de cet impact, à laquelle on a adossé un business. Et il y a 5 ans, c'était presque douteux, en fait, d'avoir autant d'ambition en termes de business et de vouloir de l'impact et du business, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ça se voit aujourd'hui dans les interventions qu'il y a, et les témoignages qu'il y a. Et d'ailleurs, ce mapping de start-up qu'on voit, les deux sont complètement compatibles. Et au contraire, il y a un cercle très vertueux pour le business d'adosser, de réfléchir, de mettre de l'impact dans le business. Donc voilà. Et je pense que là, peut-être la prochaine étape, puisque ça fait 5 ans notamment qu'on a bien mûri toutes ces startups à impact, la prochaine impact, ça va être le sujet de la croissance. Dans quelle mesure cet écosystème nous permet d'aller plus vite, plus loin, et j'espère d'inventer beaucoup plus encore de licornes d'impact. Voilà. Donc je pense que plus de doute sur le fait que business et impact est complètement compatible, qu'on peut vraiment aligner son impact et son business. Et la prochaine challenge qu'on a à relever tous ensemble, c'est celui de la croissance forte qui va permettre d'être à la hauteur des enjeux de nos sociétés, de l'environnement. Je pense qu'on a un rôle à jouer. Et alors, est-ce que tu aurais Alice, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste compléter de dire que nous, en tant que corporate, on voit aussi l'émergence des sujets sociaux au sein de l'entreprise et comment nos propres dirigeants, nos propres conseils d'administration prennent conscience, peut-être plus qu'avant, de ces sujets et comment, en tant qu'entreprise, on peut essayer d'y répondre parce que nos clients, parce que nos sociétaires sont aussi des personnes en situation de fragilité, ont aussi des vulnérabilités liées économiquement, financièrement, mais aussi à cause de la dépendance, à cause des problèmes de vieillissement de la population et on voit aussi un changement, moi je trouve, de réflexion dans les équipes dirigeantes, de se dire il faut aussi répondre à ces besoins sociaux émergents et qui sont de plus en plus importants chez nos clients, chez nos sociétaires, et de réfléchir aussi maintenant en s'associant avec des startups sur comment répondre et créer des social business, parce que ces personnes fragiles ont aussi des besoins, et il faut que nous, en tant que corporate, on puisse y répondre grâce aux startups sociales qui émergent et qui se développent. Pour moi, il y a vraiment 2 sujets. Il y a le sujet des startups qui font de l'impact by design, et puis il y a le sujet qui concerne tout le monde, qui est comment est-ce que j'ai beaucoup plus d'inclusion dans mon entreprise, comment j'ai une entreprise qui est beaucoup plus diversifiée avec avec des jeunes issus du quartier, avec des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a encore un gros boulot à faire là-dessus, et c'est un sujet social, hautement social également.
Et justement, peut-être une question donc qui vient de gens qui nous écoutent sur le recrutement. C'est quoi votre vision, toutes les trois, sur l'attractivité à l'embauche de ces startups à impact social? Est-ce qu'en fait, côté candidat, donc recrutement, est-ce que vous voyez une évolution depuis ces dernières années? Nous, typiquement dans les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, c'est déjà des entreprises qui sont très diversifiées, souvent, qui ont des employés qui viennent avec différents backgrounds. Souvent, il y a une vraie intentionnalité de la part des dirigeants, et ça c'est super important. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore assez je pense qu'on peut faire encore plus en termes d'écosystème. C'est-à-dire que nous, en fait, chez Impact Partners, on anime en fait des écosystèmes. On va mettre en relation les entreprises à impact avec les PME et les grandes entreprises via la tournée des achats. Donc, on va mettre en relation des entreprises adaptées, la GESAT, etc. avec des grandes entreprises et des PME. On fait aussi ce qu'on appelle de l'apprentissage dating, où on va mettre en relation, pareil, des jeunes des quartiers avec des grandes entreprises et des PME, mais ça on le fait. Ça, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus, et que beaucoup plus, notamment de start-up, pourraient participer à ce type d'événement, ou qu'on en fasse aussi dédié pour le monde du numérique, sur des métiers plus du numérique. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur cet écosystème, et à mon avis, on en est qu'au tout début. Non, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur le sujet de la diversité dans les entreprises. On en est encore très loin, et le fait de s'organiser pour vraiment ouvrir les recrutements à tout type de population qui représente du coup la société française, on en est encore loin. Et sur le sujet de l'attractivité, parce que c'était aussi une des questions sur notamment, est-ce que le sujet est-ce qu'on est attractif, nous en tant que start-up à impact, bien évidemment qu'on l'est. On l'était déjà il y a 5 ans, on l'est peut-être encore plus aujourd'hui parce qu'on a grandi, mais je pense que ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on recherche du sens aussi dans le job que l'on a, on recherche d'avoir de l'impact. Ça rejoint ce que tu disais, Alice, sur même en interne, on a les dirigeants qui veulent de l'impact, on a les collaborateurs qui veulent de l'impact. Alors nous, on l'est par design, donc du coup, on est d'autant plus attractif. Mais je crois que même les entreprises qui ne le sont pas par design, elles ont une certaine pression, je trouve, très positive de leurs collaborateurs, collaboratrices, clients, pour aller vers une vision d'impact co-construite. Donc il y a une prise de conscience aussi côté candidat, chez vous, ou peut-être dans le discours côté massif. Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qui ressort? Nous, oui, clairement. Mais après, moi, je vais me positionner en tant que grand groupe. On est 11 000 collaborateurs, donc je vais pas avoir le même discours qu'une start-up. Nous, en tant qu'assureurs mutualistes, on voit qu'il y a une réelle appétence des candidats de plus en plus pour se dire je veux travailler dans une entreprise qui a des valeurs de solidarité, d'entraide, d'accessibilité aussi des services à différents publics, d'inclusion. Donc, clairement, on sait que des candidats viennent chez nous pour ces valeurs-là, pour se dire on va faire aussi, on est un assureur, on propose des services d'assurance, mais un assureur mutualiste, donc on fait de l'assurance autrement. On n'a pas d'actionnaire, on a une gouvernance spécifique, donc c'est aussi des valeurs qui sont, nous, pour nos candidats, importants. Et ce que je rejoignais aussi, je te rejoins aussi pour dire, nous, en tant qu'entreprise, quand on travaille avec des fournisseurs, c'est aussi important de voir dans les grilles, quand on voit les directions des achats, etc., de voir ces questions par exemple, de personnes en situation de handicap, comment est-ce que les entreprises ou les startups avec qui on travaille travaillent sur ces sujets-là. Donc moi, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit à cette table. Et l'impact, oui, c'est attractif. On voit bien dans les différentes études aujourd'hui, les jeunes recherchent du sens. Je pense qu'il y a 20 ans, quand on recrutait des jeunes, c'était différent. Aujourd'hui, les jeunes recherchent du sens, et pas que les jeunes d'ailleurs. Moi, je suis pas jeune, mais je recherche du sens. Et on le voit dans toutes les études, que ce soit d'un point de vue employé, que ce soit les marques s'adaptent également par rapport à leurs clients pour
pour pouvoir travailler, en tout cas se repositionner, avoir du sens. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Et une question peut-être Astrid aussi. Je vois qu'il y a des questions sur la mesure, l'évaluation, et la question c'est est-ce qu'il y a un modèle objectif pour mesurer, pour évaluer la nature sociale en fait d'une start-up. Comment est-ce que vous faites ça chez Impact Partners? Est-ce que vous... Alors nous, on est très pragmatique, c'est-à-dire que on va définir 1 voire 2 KPI maximum par entreprise. Il faut que ce soit un impact qui soit by design, et puis il faut que cet impact réponde nous à notre problématique et comment réduire les inégalités sociales en Europe. Donc typiquement, si on parle de l'éducation, ça pourrait être le nombre de personnes, par exemple issues des quartiers prioritaires de la ville, qui ont été formées grâce à cette entreprise. Si on parle d'emploi, ça pourrait être par exemple le nombre de personnes en situation de handicap qui ont été employées par cette entreprise. On va être hyper pragmatique, on va toujours se baser sur l'historique, parce que on n'investit que dans des entreprises qui ont déjà de l'impact, parce que quand c'est pas le cas, on sait d'expérience que ça peut arriver que l'entreprise ne va jamais faire d'impact parce qu'il y aura peut-être d'autres priorités. Donc on se base sur un historique, et puis après, comme c'est by design, avec la croissance de l'entreprise, on peut travailler sur un forecast sur les 5 prochaines années sur donc ces 1 ou 2 KPI qui auront été déterminés pour l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Astrid, tu aurais un conseil pour les entrepreneurs qui se lancent sur un projet à impact pour mieux communiquer sur le sujet avec des investisseurs? Ça rejoint un petit peu le point que je disais juste avant. Je pense qu'il faut choisir ses batailles. Quand on fait de l'impact, il faut choisir quel est cet impact-là et vraiment se concentrer dessus. On parle aussi beaucoup de RSE. Je pense que la RSE, c'est devenu un peu un must-have, et c'est important d'être exemplaire. Mais s'il faut choisir ses batailles sur l'impact, il faut en choisir 1 ou 2. Enfin, il en faut en choisir 1 avec peut-être 1 ou 2 métriques, mais c'est important de se focaliser sur une chose pour pas se disperser. Moi, pour compléter, je dirais juste la professionnalisation des startups sociales. Nous, on voit une différence entre des startups à impact environnemental qui sont quand même assez bien staffées, où il y a en effet qui sont accompagnées depuis plus longtemps, et le fait que BPI, France Digital fasse ce mapping, travaille sur un accompagnement des startups sociales. Nous, en tant que corporate, en tant que massif, c'est hyper important, parce que souvent, on a des startups à impact qui viennent nous voir, qui ont en effet une très belle idée, mais qui sont pas professionnels et qui n'ont pas passé à l'échelle, et donc nous on peut pas les intégrer dans notre industrialisation de masse, parce que quand on propose un service à 5,5 millions de sociétaires, il faut que derrière ça suive. Donc il y a quand même moi je dirais c'est important pour les startups sociales de se faire accompagner pour changer à l'échelle et pour être pour pouvoir en effet être intégré à des grands groupes. Oui, je réagis avec plaisir. Ouais. Plus peut-être sur une version peut-être une questionnement qui serait si j'ai envie de me lancer dans l'impact. C'est la question que j'allais te poser. Ok. Moi, si vous avez envie de vous lancer dans l'impact, j'ai envie de dire bravo déjà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, je ne vois plus dans quelle mesure on peut lancer une entreprise aujourd'hui sans en tout cas se poser la question de quel impact va avoir mon entreprise. Après, vous pouvez choisir effectivement, comme tu disais Astrid, d'avoir un impact by design, ou en tout cas, ou à côté avoir une entreprise sur laquelle vous réfléchissez aux externalités positives et négatives que va avoir cette entreprise. En tout cas, si vous choisissez une voie qui est la voie d'une entreprise à impact, moi je dirais donc dès le départ, investissez beaucoup de votre temps sur cet alignement business et impact. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Make.org. On avait cette envie d'impact à laquelle on a adossé un business. Et on a énormément travaillé, et on travaille aujourd'hui tous les jours à l'alignement entre l'impact et le business, parce qu'à un moment donné, on peut se perdre en route, on peut basculer du côté obscur, on va dire. Et donc du coup, voilà, nous on a organisé notamment notre gouvernance avec un conseil éthique qui est une instance indépendante qui est composée de 2 participants sur la plateforme et de 3 personnalités choisies qui vont tous les 2 mois regarder toutes les actions qu'on fait chez Make.org, qui vont regarder avec qui on travaille, comment on travaille,
et qui vont valider si on reste bien aligné avec notre mission et notre projet d'impact. On a également nos fonds qui ont ce rôle-là et qui vont nous suivre dans cet alignement business impact. Et on a également en fait nos collaborateurs. Quand ils viennent chez nous, ils viennent parce qu'ils voulaient trouver du sens, c'est parce qu'ils croient en la mission qu'on a célébrée tous ensemble. Et donc tous les jours, on a nos propres collaborateurs qui nous challenge sur des choix qu'on peut faire de business. Et ça, c'est un cercle ultra virtueux. Ne sous-estimez pas le temps que ça va vous prendre, mais une fois que vous l'avez mis en place et une fois que vous le mettez que vous suivez ce chemin-là, c'est un cercle très virtueux pour votre business et surtout pour votre impact. Okay, merci Alicia. Une autre question donc du public. Fournissant un emploi, une formation, une carrière, les entreprises ne sont-elles pas toutes plus ou moins des entreprises à impact social? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas d'inspiration sur la question. En fait, ce qu'on recherche avec l'impact social, c'est d'aller plus loin en fait, et c'est d'aller justement offrir, permettre à ceux qui subissent des inégalités en tout cas chez nous, c'est notre vision, de ne plus en avoir. Donc dans une société, il va y avoir toujours je ne suis pas sûre que c'est basé sur le constat existant. Donc l'impact social, c'est d'aller faire plus. Oui, je pense qu'il faut avoir plus d'ambition, c'est certain. C'est certain que c'est pas parce qu'une entreprise fournit un emploi qu'elle a son critère d'impact social. Loin de là, et au contraire, elle peut être complètement sur des principes qui vont à l'encontre de l'impact social. Donc non, vraiment, il y a beaucoup de chemin à faire pour avoir, je crois, de chemin, mais une nouvelle fois vertueux, un travail positif à faire qui bénéficie à tout le monde pour prétendre avoir peut-être ce statut-là. Et alors, Alice, comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin, pour structurer un peu plus ce tissu, pour que finalement l'écosystème se développe encore plus? La réponse est dans ta question, c'est-à-dire le mot-clé pour moi, c'est vraiment écosystème. Enfin, on le voit, des startups qui travaillent, qui se font accompagner, qui échangent avec leurs pairs, et en plus, nous, Massif, ce qui est compliqué aussi, c'est parce qu'on a parlé sur cette table ronde des startups à impact, mais il y a tout le volet aussi des structures de l'ESS qui ne sont pas, donc de l'économie sociale et solidaire, qui sont de près ou de loin, c'est des écosystèmes qui se cherchent, qui essaient de travailler ensemble, mais qui n'ont souvent pas la même gouvernance, qui n'ont pas les mêmes statuts d'entreprise. Et ce qui est pour moi la clé, c'est que cet écosystème, qui est plus de scission entre des structures de l'ESS et des startups à impact, cet écosystème travaille ensemble, se fasse accompagner, puis une fois qu'elles sont bien accompagnées, évidemment, aller voir les financeurs et se fassent financer pour un changement d'échelle. Mais pour moi, le mot-clé, c'est vraiment écosystème, clairement. Complètement d'accord. Et puis, c'est pas seulement au sein même des startups, c'est-à-dire ça peut être des startups, des PME, des grandes entreprises, des associations, des associations, pas forcément que des associations, mais également, je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est faire travailler tous ces écosystèmes-là, les gens aussi, et mettre en place des événements pour que cet écosystème puisse se rencontrer et puis trouver des façons de travailler ensemble, pour que ça prenne de l'ampleur. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, si on devait reprendre le titre de cette table ronde, donc Social Tech, a-t-on posé la première brique? Comment est-ce que, donc en synthèse, chacune de vous, vous répondriez à cette question? Alors, je me lance. Je dirais qu'on a posé une belle première brique. Je pense que on peut être fier, je pense, de cet écosystème français qui peuplé de startups, d'entrepreneurs, de fonds, de la société civile dans son ensemble. Donc, oui, je pense qu'on a posé une belle première brique. Que le chemin, il est encore long, par contre. Je crois qu'il faut je reviens sur le mot écosystème, sur lequel je suis très alignée. Je pense qu'on a un très bel écosystème. Il faut qu'on avance groupé et que
cet écosystème, ils nous permettent, j'espère, encore démultiplier notamment des licornes à impact, parce que je pense que c'est un vrai enjeu d'avoir des entreprises ou des entités puissantes sur le sujet de l'impact, hein, parce que les enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on s'affronte sont tellement importants qu'il faut qu'on s'y mette tous. Donc voilà, une belle première brique, un écosystème qui a beaucoup de valeur et qui va nous permettre d'aller plus loin. Et je pense qu'il ne faut pas avoir qu'on ait peur de la croissance, qu'on n'ait pas peur de parler de croissance aujourd'hui. C'est pas un mauvais mot de parler de croissance et d'impact. Bien évidemment, on va travailler ensemble à ce qu'on met derrière ces termes de croissance, mais si c'est de la croissance au service de l'impact, je pense qu'on va avoir tous à y gagner. Ok, merci. Eh ben, je vais pas non plus répéter tout ce que tu as dit. Je suis d'accord sur la première brique qui est là en France et dont on peut être fier. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cet écosystème-là. Aujourd'hui, dans le numérique, c'est encore très masculin, très blanc. Donc, on a encore pas mal de taf, je pense, pour dans le social. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je compléterai juste en encourageant les entreprises et les corporates à tester, à expérimenter les solutions proposées par ces startups sociales, à pas hésiter, même si derrière, des fois, le modèle économique est encore en construction. Tester, expérimenter leurs services auprès des clients, c'est aussi évidemment ouvrir le marché pour ces startups sociales et c'est la clé. Donc, j'encourage moi les corporates, les entreprises à s'associer avec ces startups sociales pour proposer, pour tester, expérimenter, innover sur des territoires, parce que la dimension aussi territoire est très importante dans ce secteur-là. Et je renouvelle encore, enfin moi je suis persuadée que la première brique aussi est posée, et bravo à la BPI et à France Digital pour ce travail, ce mapping qui a été fait et qui va continuer si j'ai bien compris. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour cet échange. Pour la conclusion, je passe la parole à Jonathan, donc, qui va clôturer cette session sur l'impact. Merci à tous pour votre participation. Merci à toutes ces tables rondes, nos invités, et merci à vous tous qui êtes présents. On est plus de 450 participants connectés aujourd'hui ce matin. Donc ça montre un événement dynamique et qui appelle justement à être encore plus riche dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on en est ravis. On l'a dit, je l'ai dit aussi en introduction, l'écosystème impact est structuré. On n'est plus en phase de construction, on est en phase de développement. Il y a de l'argent en investissement, puisque plusieurs fonds, on l'a dit, sont dédiés ont dédié une verticale pour investir dans les startups impact sur plusieurs verticales différentes. Beaucoup de startups et les 700 plus de 700 qu'on a référencés aujourd'hui, il y en avait un peu plus de 2000 qui étaient dans les critères, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une masse, une tendance, une volonté aussi des consommateurs, hein, puisque s'il y a des startups, s'il y a des investisseurs, c'est qu'il y a aussi un marché, et c'est assez essentiel de le rappeler. Donc simplement dire quoi? Que ces 700 startups que nous avons identifiées aujourd'hui ont levé toutes réunies plus de 4 milliards d'euros. C'est presque 18 000 emplois. Hein, c'est 18 000 people actifs dans ces startups. Donc, il y a vraiment une tendance forte. Ça va aller encore plus loin. On le sait. On l'a rappelé, je redis encore que c'est un premier mapping qui peut et qui va être amené à justement voir l'évolution des différents critères, revoir les différentes startups qui peuvent être intégrées au fil de l'eau. Le travail sera fait avec France Digital et nous-mêmes chez BPI France pour toujours mettre à jour cette vision, en tout cas du mapping impact. Donc, n'hésitez pas déjà à nous solliciter, à vous faire éventuellement connaître si jamais on ne vous aurait pas identifié. Et après, plus largement, il y a aussi toutes les startups et toutes les structures qui ne sont pas forcément des startups, mais même plus larges, comme je dis plus largement, qui ont des actions à impact en interne, qui ne sont pas impact pour diverses raisons sur soit leur cœur métier, soit
soient leurs fondamentaux, mais qui quand même mettent plusieurs enjeux de politique RSE en place et qu'on salue, qu'on doit vous saluer, puisque justement c'est aussi l'énergie commune et une tendance globale qui fera avancer cette dynamique autour de l'impact. Donc on voulait aussi vous saluer aujourd'hui, même si on n'a pas pu vous lister ou vous référencer. On sait qu'il y a des démarches qui sont plus globales. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce premier événement du Mapping Impact. Encore une fois, je remercie France Digital d'avoir collaboré, contribué avec nous pour identifier et construire ce mapping. Je vous invite évidemment à rester en contact avec directement Grégoire et Estelle, que vous connaissez maintenant, je dirais, en plus physiquement, en plus de leur nom. Et je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver le live en direct puisqu'il sera retransmis et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Merci.